Nous commençons le bloc d'analyse technique par l'indice S&P 500 et sur l'indice S&P 500 il n'y a aucun changement. Depuis je ne sais pas combien de temps on suit le modèle est toujours respecté, il n'est toujours pas cassé, il a été cassé à un moment donné, je crois en mi-décembre, mais ça c'était une manipulation boursière, comme nous avons vu, comme j'ai déjà expliqué sur Telegram, qu'il s'agissait d'une manipulation qui est en train d'être investiguée actuellement par la SEC américaine, et donc du coup c'était le seul moment quand nous avons cassé le modèle que j'utilisais tout au long de l'année précédente. Actuellement, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc là, c'est vraiment super technique le marché. Donc là, moi, je vois encore une hausse jusqu'à un niveau de 4000. Vous voyez, ici, c'est vraiment un point où il y a un alignement des planètes. On voit qu'il y a la moyenne mobile de 200 jours qui se trouve à ce niveau-là. Ensuite, il y a la borne de mon canal. Donc ça, c'est assez approximatif. Mais là, on peut également y voir une résistance majeure. Bon, elle se trouve un petit peu plus haut, mais dans tous les cas, nous pouvons anticiper sans aucun problème le mouvement haussier jusqu'à 4100 points sur S&P 500 et ça ne remet pas en cause le modèle technique que je vous ai présenté. Voilà, je vais prendre aussi mon petit café de la machine Delonghi dans l'action de laquelle j'ai investi il n'y a pas très longtemps. Je crois que j'ai fait un post il y a quelques mois sur l'action Delonghi d'ailleurs, que moi je trouve assez intéressant de point de vue rentabilité. Je ne suis pas partenaire de Delonghi, mais en tout cas il est retombé dans mes screeners, donc du coup j'ai communiqué sur la chaîne Telegram. Je trouve toujours que cette action elle est assez sous-valorisée, donc en plus ça colle bien avec le café de dimanche. Et donc voilà, c'est un petit peu de publicité gratuite pour Delonghi. Voilà, on va revenir sur l'analyse technique. Et pour résumer, pour moi c'est tout à fait normal de voir la suite du mouvement haussier jusqu'à 4100 points, bon, surtout si les SCPI sont publiés et sont positifs. Dans ce cas là on va tout à fait attendre ce niveau là. Et en revanche dès qu'on va toucher ce niveau là, on devrait repasser à la baisse très forte. Après je ne sais pas quel sera le trigger pour cette baisse, mais dans tous les cas moi je vois toujours les marchés descendre vers le niveau de 3200 points. Juste pour votre information, que la semaine dernière j'ai pris un petit edge, mais c'est vraiment encore très petit, donc c'était juste au cas où s'il y a des déceptions sur les publications, et moi je continue ma stratégie de prise de profit sur certaines valeurs qui sont dans le positif et dans lesquelles je vois plus de potentiel. Et surtout je fais attention à un point dans ma gestion de portefeuille personnel, que je veux profiter d'un rebond éventuel des marchés si jamais la situation des taux change, et donc du coup quand je prends les profits, je tiens compte que de la typologie de la valeur, pour que cette valeur, en fait, le fait de sortir la valeur du portefeuille ne change pas significativement le profil de risque de mon portefeuille. Je veux que le profil de risque reste plus ou moins constant, mais sur certaines valeurs, moi je vois qu'ils ne vont pas avoir une influence significative sur la stratégie globale. Pour moi, je tiens toujours à mon principe de la diversification, et quand je prends les profits, je ne veux surtout pas casser le principe de la diversification, parce que si jamais les marchés reprennent, il faut que je sois dedans. Et pour que je sois dedans, il faut que je sois suffisamment diversifié pour que les valeurs qui montent soient dans mon portefeuille également, et pas uniquement celles que je croyais qui vont monter et qui vont finalement probablement pas forcément le faire. Voilà. Ensuite, on va regarder également l'indice Nasdaq. Sur l'indice Nasdaq, c'est relativement simple en fait à comparer, parce que il bouge dans la même direction que S&P 500 avec des différentes sensibilités en fait, avec une différente volatilité. L'indice Nasdaq il est beaucoup plus sensible au taux d'intérêt, ça c'est le sujet central depuis un moment, donc je pense qu'on ne va pas répéter tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Dans tous les cas, les mouvements sur Nasdaq, les mouvements baissiers surtout, vont être plus puissants que sur l'indice S&P 500, et les mouvements haussiers vont être moins puissants. C'est exactement ce que nous avons observé tout à l'heure, que si vous vous souvenez bien sur notre tableau de bord économique, que cette semaine justement, c'était une semaine de hausse, bon, pas d'une hausse phénoménale, mais quand même c'est une semaine de hausse. S&P 500, il a monté de 1 et quelques pourcents, je crois, de 1,5, et l'indice Nasdaq, il a monté seulement de 0,8%. Donc vous voyez, donc la hausse est plus limitée sur Nasdaq, par contre les baisses vont être plus violentes. Voilà, donc il faut faire beaucoup attention, parce qu'évidemment le poids des valeurs technologiques, ça vous le savez parfaitement, et donc moi je vois exactement le même scénario. Donc, et de point de vue du potentiel sur l'indice S&P 500 Nasdaq, je ne vois pas plus que
11 400 probablement. Le maximum des maximums, ça va être 11 800, mais moi j'ai aucun pari ni sur l'un ni sur l'autre. Donc moi, en fait, sur S&P 500, j'ai un pari implicite parce que je suis investi, j'ai toujours des actions. Et donc si jamais S&P 500 il monte, dans ce cas-là, je vais en profiter. Je suis également exposé sur certaines valeurs technologiques parce que moi je fais le tri en fait. Pour moi, j'aime pas investir, vous savez, de manière genre la valeur croissance ou la valeur value. Moi je fais toujours le tri. Pour moi toutes les valeurs de croissance ne se valent pas, et on dit pas pareil pour les valeurs value, donc toutes les values ne se valent. Donc pour moi certaines j'achète, d'autres je n'achète surtout pas, et c'est pareil pour les valeurs technologiques. Donc par exemple dans les GAFAM, même dans les GAFAM aujourd'hui je fais le tri, je suis devenu beaucoup plus pessimiste sur Amazon que j'étais avant, parce que la situation a changé, parce qu'ils ont commencé à publier les chiffres que maintenant je trouve moins convaincants. En revanche je reste toujours intéressé par Google, par Meta, par Apple. Bon, Apple pour moi c'est un petit peu un autre profil de valeur, mais dans tous les cas les valeurs comme Microsoft par exemple, Microsoft il a beaucoup baissé, d'ailleurs ça je n'ai pas parlé aujourd'hui, mais Microsoft il s'est fait dégrader par une des analystes d'UBS, j'en ai écrit également sur mon Telegram. Ça me fait un petit peu rire que quand l'UBS ou Crédit Suisse la baisse les valeurs comme Microsoft, parce que l'état dans lequel se trouvent les banques suisses actuellement, surtout par rapport à Microsoft, c'est un peu... Bon, je sais que c'est pas sérieux ce que je suis en train de dire, parce que leur boulot c'est de faire l'analyse et émettre les avis sur telle ou telle valeur, mais quand on compare par exemple valeurs comme UBS et Crédit Suisse par rapport à la cash machine comme Microsoft, ça fait un peu bizarre quand ils font dégrader Microsoft, mais ça c'est bon. Voilà, mais dans tous les cas, Microsoft elle était sous pression et actuellement les cours sont à des niveaux extrêmement intéressants. Moi je trouve sont intéressants, moi encore une fois je n'ai pas droit de donner des conseils d'investissement, mais Microsoft pour moi c'est une des rares valeurs où la visibilité elle est vraiment excellente, et moi évidemment je suis investi, je pense que je vais renforcer peut-être la semaine prochaine déjà, je veux voir. Vous voyez, donc je suis sélectif, je suis quand même très très à l'écart des valeurs de la catégorie C, ce que j'appelle, catégorie D surtout, donc ceux qui sont des startups, semi-startups, mais par contre pour des valeurs de croissance, parce que pour moi Microsoft c'est toujours une valeur de croissance largement, je suis quand même assez intéressé, et voilà, et donc... Contrairement à l'Amazon, j'achète Microsoft, mais j'achète pas l'Amazon, malgré que Amazon aussi les actions ont baissé très fortement. Et maintenant, la nouveauté de cette année 2023, nous allons suivre le CAC 40 de manière régulière. Toutes les semaines, nous allons regarder l'indice. Et il n'y a pas longtemps, je pense que c'est dans la dernière vidéo, je vous ai montré justement cette cercle que je dessinais il y a 2 semaines, je pense. Et là, on y arrive pile poil. Et pour moi, c'est vraiment la limite pour le CAC 40. Franchement, moi, je ne vois plus trop la possibilité de hausse pour l'indice français. Je vais vous dire pourquoi. C'est très simple, parce que si on commence à s'attaquer à des niveaux qui sont situés proches à des valeurs historiques, ça se trouve par ici, donc là c'est vers 7000, 7200, pour moi cela veut dire que nous retombons dans les scénarios avant la guerre en Ukraine, avant l'inflation, pendant la reprise du Covid, etc. De point de vue macroéconomique, on n'est pas du tout là. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, parce qu'aujourd'hui la situation économique n'a rien à voir par rapport à ce que nous avons vu avant la guerre en Ukraine, surtout avant toute cette crise des prix énergétiques. Nous ne pouvons pas comparer les deux situations économiques entre aujourd'hui et à l'époque. Donc il n'y a aucun justificatif fondamental pour que les marchés bougent dans cette zone. Je sais que le fondamental et les marchés ne sont pas toujours nécessairement parfaitement corrélés, mais même momentanément, je ne vois pas pourquoi on devrait aller dans cette zone. Après, les valeurs chinoises, bon les Chinois, ce n'est pas les valeurs qui sont exposées à la Chine comme les valeurs du luxe, c'est sûr, ils ont beaucoup de poids dans l'indice, c'est sûr que si la reprise en Chine continue, et ce qui est d'ailleurs mon avis, dans ce cas-là, on peut effectivement encore voir de la résistance de l'indice CAC 40, mais pour moi, à un moment donné, ces valeurs du luxe vont se taper contre leur résistance à elles, et donc ils ne vont pas pouvoir aller plus loin, parce que du coup ça va devenir très cher de point de vue valorisation. Dans ce contexte, nous allons jeter un œil sur les valorisations actuelles de LVMH. Donc on voit que
27,5 sur PER, mais ça c'est PER réalisé, donc ok, ça ça va pas dire grand chose. Mais en tout cas, price to sales actuel, il est supérieur à 5. Vous savez, c'est beaucoup, mais vraiment beaucoup pour une valeur, grosse capitalisation boursière. Je dirais que 5, c'est vraiment le maximum qu'on puisse avoir. Ensuite, les rentabilités. Bon, les rentabilités évidemment sont très bonnes. La croissance, elle est là, donc la croissance du chiffre d'affaires. Et le marché actuellement, il anticipe que cette croissance va accélérer. Bon, après, est-ce qu'il va accélérer ça, il faut encore voir. Mais dans tous les cas, cette valeur actuellement me paraît légèrement chère. Mais d'ailleurs, elle n'est pas ultra chère, pour être honnête, parce que moi, j'avoue que avant cette vidéo, je n'ai pas regardé LVMH, parce que là, sur price to sales, ok, donc ça c'est vrai que c'est un peu cher, mais c'est pratiquement parce que 27 PER, c'est pas nécessairement quelque chose qui est excessif pour une valeur comme ça. On va regarder par rapport à Hermès. Voilà, Hermès, c'est vraiment trop cher. Vous voyez, donc on est à 56 bientôt sur PER. On est à presque 16 sur price to sales. Clairement, ça, c'est une valeur ultra méga chère. Mais par contre, c'est une des meilleures valeurs françaises, ça c'est sûr. Hein, donc, il n'y a pas de photo. Les rentabilités sont 2 fois supérieures à celles d'LVMH. Donc, la croissance, elle est forte. Donc, vous voyez, tout est en 2 chiffres. C'est vraiment une entreprise quasi parfaite, quoi. J'ai pas grand chose à dire. Et en plus, il y a moins de dettes long terme que chez LVMH. Bon, ça fait rêver, mais par contre, les multiples actuels ne font pas rêver. Moi, je pense que justement, les locomotives, un des deux locomotives du luxe français, il risque de s'arrêter à un moment donné. Peut-être que ça ne sera pas LVMH tout de suite, parce que LVMH, je trouve qu'il y a encore un petit peu de potentiel, pas beaucoup, mais il y en a. Et ça peut éventuellement tirer encore le CAC 40. Mais attention, je trouve franchement que si le CAC 40, il traverse la zone de 7000, pardon, il va être déjà très décorrélé par rapport à la réalité, parce que la réalité économique en Europe, elle est quand même pas rose, et voir les indices se dévier de telle façon, de telle ampleur de la réalité économique, c'est quand même assez surprenant. Et si cela arrive, vous voyez, donc si cela arrive, dans ce cas-là, on va casser le modèle de correctionnel de CAC 40, sachant que nous sommes proches de la récession, nous sommes face à l'augmentation des taux, il y a tout un tas de raisons pour que la correction boursière se termine, et ici ce sera une grosse confirmation de changement de tendance, donc cela veut dire que CAC 40 spontanément, contrairement à tous les autres indices américains, vont passer haussier. Donc il est déjà on est haussier parce qu'on est sur 2 lignes moyennes mobiles, mais ça va confirmer ce mouvement aussi. Il y a une décorrélation entre les autres indices, va être un peu trop importante, et vu qu'il ne s'agit tout simplement d'une constitution technique de l'indice, je pense que ça risque de ne pas durer. Et juste pour comparer, on va jeter un œil sur l'indice allemand DAX, et là on voit plus ou moins le même image, on est sur les 2 moyennes mobiles à la fois. Pour moi, c'est un peu compliqué à expliquer en fait ce mouvement haussier. Après, le DAX, évidemment, ce sont des valeurs plus value, donc du coup, le CAC 40 d'ailleurs aussi. Donc ça explique, parce que les valeurs value avaient des meilleures performances l'année dernière que les valeurs de croissance. Ça explique la différence visiblement entre l'image technique des indices américains et l'image technique des indices européens. Par contre, croire que durablement il y aura une décorrélation entre ces deux marchés, ça me paraît quand même assez étonnant, franchement étonnant. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. On va essayer de faire un brainstorm sur la chaîne, et comme ça je vais améliorer éventuellement les modèles techniques pour les indices européens, pour un petit peu mieux comprendre ce qui se passe, parce que vu qu'on voit, si c'était uniquement le luxe par exemple, dans ce cas-là je m'attendais à voir que sur le CAC 40 on allait avoir une forte divergence par rapport à l'indice DAX, mais je ne vois pas cette forte divergence pour être honnête, donc je vois à peu près les mêmes tendances, sachant que dans le DAX c'est clairement pas le luxe qui mène la danse. Et cela veut dire qu'il y a probablement un mouvement de fond quelque part que je ne vois pas, donc c'est possible. Donc c'est ma première vidéo, je commence à régulièrement suivre les indices. Pour l'instant, comme vous avez vu tout à l'heure, je n'ai pas encore le modèle technique pour l'indice CAC 40, le modèle technique que j'ai pour les indices américains, qui marche. Donc là, on l'a vu déjà à plusieurs reprises l'année dernière, sachant que depuis le mois de mars dernier qu'on utilise ce modèle et qui fonctionne très bien. Il faudra essayer de trouver quelque chose pareil pour les indices européens,
mais visiblement ce n'est pas le même. Ce n'est pas le même modèle. Peut-être il y aura maintenant une divergence systématique entre l'Europe et les États-Unis, mais normalement, si on regarde la situation économique, c'est plutôt l'inverse qui devrait se passer. Donc c'est surtout les indices américains qui devraient être au-dessus des moyennes mobiles et essayer d'entamer une tendance haussière, tandis que c'est l'inverse que nous voyons aujourd'hui. Donc dites-moi dans les commentaires, on va essayer de brainstormer sur Telegram, dans les commentaires de cette vidéo. Je vous rappelle que j'essaie de répondre à tous les commentaires que vous me posez, les questions, aussi les questions que vous me pouvez poser dans les commentaires. Donc je fais le maximum pour le faire. Et sur Telegram aussi, sur Telegram c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est vrai qu'il y a plus de messages, plus de questions. Mais en tout cas, n'hésitez pas, pour moi la priorité c'est les commentaires, ça augmente aussi la visibilité des vidéos. N'oubliez pas en like s'il vous plaît, encore une fois, c'est pas parce que je suis chiant, je vous embête, je sais que c'est pénible, moi aussi ça m'énerve parfois sur les vidéos. Mais c'est pas parce que les youtubeurs ils sont tous obsédés par des likes, mais c'est surtout parce que c'est les algorithmes de YouTube qui fonctionnent comme ça. Donc partage, like, commentaire, pour moi c'est vraiment top des top. Voilà mes amis, donc là on va commencer, c'était la première vidéo, peut-être c'est pas idéal l'analyse du CAC 40, il faudra que je progresse, mais on va voir, on va essayer de progresser parce que moi personnellement dans les situations actuelles, peut-être je vais changer d'avis la semaine prochaine, je ne vois pas la cassure de cette borne de 7000, pour moi ça me paraît vraiment aberrant parce qu'on va revenir dans un monde complètement parallèle en bourse. Qui n'a rien à voir par rapport au monde réel. Sachant que n'oubliez pas que la Banque Centrale Européenne, contrairement à la Fed, elle a beaucoup moins d'outils, elle est beaucoup moins puissante, et elle ne peut pas employer les mêmes ressources pour la lutte contre l'inflation. Donc du coup c'est compliqué. Donc c'est compliqué l'Europe, c'est pourtant les actions européennes se comportent bien. Voilà, c'est tout pour l'analyse technique, et maintenant nous allons passer dans la section troisième section de cette vidéo de Café Dimanche. Et aujourd'hui, elle sera consacrée au trading, la première position de trading cette année que nous allons prendre. Allez, ça va être intéressant, vous allez voir.